votre serviette, astiquez votre fourchette. Bienvenue, c'est le menu. Mettez la main au panier, tirez-en les pains fourrés. Bienvenue, c'est le menu. Une bonne dose de tonus vous élargit l'appétit. Bonjour, Bienvenue. c'est le menu. Et aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un nouveau menu en compagnie de Yann. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Renaud, ça va bien? Oui, et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit menu basé sur la thématique des sciences. Ça a l'air qu'on très a- intéressant. ça a Est-ce l'air. qu'on se régalerait pas direct d'entrée là? Ah, Allez, on direct. cherche même pas. Allez. hop. Les centres et les centres et les centres, les infos, les infos, les infos à picorer. Et sur la RTBF, j'ai appris qu'une découverte a récemment été faite sur des capucins. Ils ont adopté ce que l'on pourrait appeler une tradition. Bon, je vais vous le demander, mais vous ne trouverez jamais. Ah. Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être cette tradition que les capucins, des capucins qui vivent au large du Panama, je crois, sur une île, et ils ont adopté une tradition. Eh ben, éclaire-nous. Directement. On ne sait- Sexuel on ne sait même pas. Pas du tout sexuel. Comportemental. Comportemental, oui, c'est un comportement. C'est Les un jeunes mâles- comportement de société. Ouais. Vas-y, vas-y. Alors, balance. les jeunes mâles Ouais. capucins trompent leur ennui en cédant à une tradition étrange. Ils kidnappent des bébés singes hurleurs, dans ce qui semble être pour les scientifiques le premier exemple d'animaux capturant sans raison apparente les petits d'une autre espèce. Donc il n'y a aucune raison. Ils les chopent juste pour le plaisir de les choper. D'accord. La doctorante Zoé Goldensborough a détecté le phénomène en 2022 en étudiant des films pris par des caméras à détecteur de mouvement sur l'île de Jicaron, au large du Panama. J'ai été très choqué de voir un capucin à face blanche portant un bébé singe hurleur sur le dos, explique-t-elle. Elle a d'abord trouvé ça très joli. Oh, les petits capucins qui adoptent des singes hurleurs. Pas du tout. C'est une mode pour tromper l'ennui. En effet, sur cette île, les capucins ont peu ou pas de prédateurs et une profusion de nourriture à leur portée. Si bien qu'il faut qu'ils s'occupent, parce qu'ils n'ont pas à chasser, ils n'ont rien à faire en fait. Mais le problème, c'est que les bébés qu'ils emportent finissent par mourir parce qu'ils ne s'en occupent pas. Car leur C'est délire, horrible. leur délire, ce n'est pas d'adopter. Ils n'adoptent pas, contrairement à ce qu'elle croyait. C'est porter un bébé sur le dos. D'accord. Comme tu roules en BM, et ben eux, la classe, chez les capucins, c'est de porter un bébé singe hurleur sur le dos. C'est Waouh. ça. C'est complètement faux. C'est complètement fou. Et les traditions sociales existent aussi chez certains animaux, comme par exemple les orques de la côte du nord-ouest américain qui avaient pris l'habitude, dans les années 80, d'exhiber des saumons morts sur la tête. Ils se mettaient des saumons sur la tête, comme ça, morts, et ils Classe. sortaient de l'eau. Coucou. D'ailleurs, cette tradition de chapeau de saumon semble avoir réapparu puisque des chercheurs l'ont observé l'année dernière. Donc, la tradition avait disparu et ils ont réobservé un orque qui se mettait encore des saumons morts sur la tête. C'est un has-been. Je sais pas si ça vous rappelle l'expérience C'est un boomer. de l'échelle et des singes là. Non. On connaissait pas cette expérience. En fait, on met une échelle, je crois. Alors je dis ça de mémoire, hein. Il y a un groupe de singes. Ils ont une échelle et quand un singe monte à l'échelle, il se fait défoncer, on lui jette de l'eau sur la gueule ou je sais plus quoi. Ce qui dissuade les singes et donc ou alors ils ont plus à manger. Bon, enfin, il y a une conséquence négative au fait de monter sur l'échelle. Et donc bah, les singes qui montent à l'échelle se font retenir par les autres qui n'ont pas envie de se faire défoncer. Et quand on introduit un nouveau singe, il essaye de monter sur l'échelle et en fait les autres singes l'arrêtent Ouais. et ça se perpétue de génération en génération. Et ce qu'ils font, c'est qu'au début, bah, tous les singes connaissent les conséquences, mais après, ils virent tous ceux qui avaient connu les conséquences, parce qu'après, les conséquences n'existent plus. Ils peuvent monter à l'échelle, ils n'auront pas les conséquences négatives. Mais par superstition, ils ne veulent pas y monter. Mais ça Et leur crée une tra- et- tradition du coup. Et ils transmettent ça même à des groupes qui, eux, n'ont jamais connu les conséquences négatives de l'expérience. Donc, Ok. en fait, t'as des singes qui débarquent là-dedans, et en fait, ils se font retenir par d'autres singes qui eux-mêmes n'ont jamais vécu le truc. Donc, c'est vraiment des phénomènes de tradition. C'est assez fou, moi, j'ai trouvé. Bah, c'est assez fou parce que C'est on dingue. dirait un peu comme les humains. En Ah, c'est fait. ça, bah, c'est ça. totalement. Mais même chez les orques, donc humanisé. ça doit être chez toutes les espèces assez intelligentes. Ouais, mais les orques, je crois que c'est de la saloperie. Ils nous volent notre Non, travail. non, mais je crois qu'ils sont assez vénères même sur les humains là en ce moment. Mais donc ça se trouve, ils se font des délires. Ils kidnappent des petits humains et ils se les mettent morts sur la tête. Bon, bah deuxième info. Bah vas-y. Du coup, ça va porter sur, donc je l'ai baptisé œnologie et fermentation. Oh.
Qu'est-ce que Attendez, l'œnologie? je peux dire le titre que j'avais mis. Oui, bien Alors, sûr. je sais pas si je l'assume. Je l'avais mis Capuc Assassin. Oh Ouais. Ah, ça va, ça passait. Je voulais le dire. Donc œnologie et fermentation. Donc l'œnologie, pour rappel, hein, s'il y a des ignares La science qui du nous nez. écoutent, la science qui a pour objet l'étude de la connaissance, l'étude et la connaissance du vin. Donc ces domaines d'application vont de la culture de la vigne à l'élaboration du vin, l'élevage et son conditionnement. D'accord. Donc et fermentation. Sa passion lui aura été fatale. Il est arrivé quelque chose à une œnologue espagnole de 25 ans. Donc là, l'info date un peu puisqu'on est en septembre 2014. Et qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? Elle a été fatale. Alors, elle a cultivé elle-même ses propres Non. levures. Non, c'est pas ça. Elle a goûté des vins très anciens Mhm. qui étaient passés. Non. Je Pas n'ai pas d'idée. d'idée. Vous donnez votre langue au chat. Ah oui, oui, ou aux orques. Aux orques. À l'œnologue. Pas mal. Donc elle nous a quittés en septembre 2024 après tomber Pourquoi dans elle est partie une où cuve de vin en pleine fermentation. Ah. Ah. Donc, pour rappel, la fermentation du vin est produite par l'entrée en contact du sucre du raisin avec les Mais alors levures. pourquoi elle a pas réussi à nager? Elle ne savait pas nager? Bah, après, c'est Ou elle s'est assommée Peut-être pour les y tomber. vapeurs. Ah non, c'est les Ah, les ça vapeurs l'a- alcooliques, oui. puisque ça s'accompagne Ah oui, de oui. différents dégagements comme du gaz carbonique, de l'éthanol ou divers acides. Donc notre jeune ibérique s'était donc penché pour observer la transformation du vin dans le Merci. tonneau, dont les forts effluves vont provoquer sa chute. Une erreur qui va lui coûter la vie, puisque le corps de la jeune femme, Nerea Pérez, a été découvert par son oncle. Son ongle. Son oncle, pardon. Un œnologue réputé. Il fait encore des jeux de mots sans le faire exprès. Raoul Pérez, qui a alerté les secours, qui n'ont malheureusement rien pu faire pour la ranimer. Elle est donc ivre-morte ou morte-ivre, comme vous préférez. Elle n'aura pas noyé que son chagrin dans l'alcool, la pauvre. Alors, Et mais on ils sait- l'ont bu après le vin? Ça, c'est pas dit. C'est pas dit. Parce que c'était du vin fermenté à l'humain, ça doit être mais- sympa. ça. mais il y avait pas un truc comme ça où il y avait des morceaux d'humains dans des qui avaient été conservés et que les gens buvaient. Ça me dit quelque chose. Alors Non, ça, j'ai je n'ai ça pas de la mémoire, connaissance, mais je pense sais pas plus. que ce je soit connais le pas. vin, là. Non, non, bah bien sûr. C'est- Non, mais je parle Ouais, peut-être voilà. au Moyen Âge ou voilà. Mais alors, on sait de quoi elle est morte exactement? C'est a priori, c'est les. Ah, je donc pense elle c'est est morte les- étouffée alors. En fait, Enfin, elle s'est. intoxiquée. Oui, c'est ça. Enfin, elle a dû asphyxiée. asphyxiée, elle a dû tomber dans la cuve et. D'accord. Alors, est-ce que c'est la noyade ou l'asphyxie la cause? Ah oui, parce que la peut-être. fin est la voilà. même. Non mais oui, non Elle a mais dû perdre connaissance. c'était intéressant quand même. Bon. Est-ce que 12 cm c'est une grosse queue? Non, Et à la naissance? ça dépend. Pas mal, me dirait-vous, hein. Un article de Science Post rapporte un cas médical extrêmement rare survenu au Brésil. Il faut qu'on arrête avec les accents racistes, par contre. C'est- La naissance d'un On petit voyage. garçon avec une véritable queue humaine mesurant 12 cm. Ah ouais. Donc Yann, je te coupe tout de suite, hein, une queue. Oui, hein, oui, pas- non, mais voilà. Ce phénomène documenté dans le Journal of Pediatric Surgery Cause of Report. Waouh. Ouais, ouais, j'arrête les accents racistes. Ouais, non, on voyage. on Fait voyage. partie d'une quarantaine de cas similaires recensés dans la littérature scientifique mondiale. Chez tous les embryons humains, bah ça on le sait, on l'a appris au lycée, une petite queue se forme entre la 4e et la 6e semaine de gestation. Normalement, cette structure est absorbée par le corps avant la fin du premier trimestre. D'ailleurs, c'est la petite boule que vous avez en Oui, bas, à la fin, en dessous du le coccyx. coccyx, voilà. Et il y a certaines personnes d'ailleurs qui l'ont un peu plus longue, Ouais. elles ressortent beaucoup. Et bah c'est ce qu'on appelle la queue vestigiale, si mes souvenirs Ah, sont ok. bons. Et alors là, normalement, donc ça finit par disparaître. Et dans ce cas particulier, le processus naturel n'a pas abouti et la queue embryonnaire a persisté jusqu'à la naissance. Je vous montrerai les photos, c'est dégueulasse. Mais à la radio, ça passe pas bien. Après s'être assuré que la queue n'était pas connectée à un système nerveux de l'enfant, les médecins ont procédé à son ablation chirurgicale. L'opération s'est déroulée sans complications et l'enfant est en bonne santé. Mais maintenant, est-ce qu'il a une queue de plus de 12 cm? L'histoire ne nous le dit pas. Voilà, mais peut-être qu'il sera dégoûté quand il l'apprendra. Ouais. Il avait une belle queue, dirait-il. C'est ça. Donc ensuite, moi je l'ai baptisé. Enfin, je l'ai baptisé. Ah bah on s'en dis-là, fout, vas-y, vas-y, mais vas-y. Astrologie et éclipse. Oh, je vais pas vous ah faire oui, de c'est- devinettes. On dirait un nom de film parisien. Bon, l'astrologie, hein, bien plus qu'une science, c'est surtout défini comme l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude et l'influence supposée des astres. Juste pour Belle science, dis donc. C'est ça. un désastre. Non, c'est pas une science, mais c'était l'éclipse, plus le côté scientifique, on va dire. hein. Donc, se présentant comme une guérisseuse divine, Danielle Johnson proposait en ligne des purifications d'aura, ainsi que des lectures des signes du zodiaque. Sur les réseaux sociaux, elle se faisait par ailleurs appeler Ayoka. La semaine précédant l'éclipse totale du Soleil, en avril 2024 aux États-Unis, l'influenceuse publiait sur les réseaux sociaux des messages précisant que l'apocalypse est là, comparait l'éclipse au summum de la guerre spirituelle et assurait que chacun devait choisir un camp. Mais quel camp?
Je l'ignore encore, j'ai pas cherché, je vous avouerai, mais choisir quel camp. Et à quelques heures de l'éclipse, en matinée, elle a d'abord tué son mari à l'aide d'un couteau, un ex-militaire de 29 ans, le poignardant au cœur. Tout en laissant des traces de pas ensanglantées dans leur appartement de Los Angeles, elle s'enfuit au volant de sa Porsche Cayenne en compagnie de ses 2 filles. Filant à toute berzingue sur une autoroute de la Cité des Anges, elle a poussé ses enfants hors de la voiture. L'aîné de 9 ans a survécu, mais sa petite sœur, un nourrisson de 8 mois, n'a pas eu cette chance. Le véhicule a été retrouvé plus tard, il s'était écrasé à 160 km/h dans un arbre le long d'une route côtière. Mais c'est terrible. C'est abominable. Merci de nous avoir C'était- partagé voilà, ça. Non mais c'était quand même la folie des gens. Ah La oui, folie oui. grande. Mais ça, L'éclipse, c'est les croyances. Hein. Les croyances peuvent mener à des choses terribles. C'est bien pour ça que nous parlons de science aujourd'hui. Oui, je deviens militant. Ah, c'était l'éclipse, hein, la partie scientifique, c'était pas l'astrologie. Ah d'accord, oui, donc t'as essayé de raccrocher les wagons. Non. Qu'est-il arrivé à votre avis à un employé d'une usine de triage de poivrons de Corée du Sud en 2023 C'est encore dur à deviner. Hein. J'aime. L'employé procédait à la vérification des capteurs d'un robot lorsque le bras robotique du dispositif a confondu l'employé avec une boîte de légumes. Ouh. Wow. Il l'a saisi et a poussé son corps contre un tapis roulant, provoquant des blessures graves. Le visage et la poitrine de l'employé ont été écrasés par la machine. Comme vous pouvez le deviner, malheureusement, le capteur ne fonctionnait pas. Wow. Et l'homme est mort des suites de ses On a, blessures. on a beaucoup de morts. Hein, C'est vrai que c'est pas très sympathique. c'est- ouais. La science fait Ouais, peur. C'est- Il y a eu déjà plusieurs précédents en Corée. Hein. Comme un homme piégé par un robot dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Pardon. Ça nous fait nous poser beaucoup de questions d'ordre scientifique. Comme pourquoi les Coréens ressemblent tant à des boîtes de poivrons ou à des pompes à eau. c'est vrai. C'est un peu Matrix quand même. C'est un peu le début du soulèvement des machines. Ouais, mais là, c'est pas des IA, ça. C'est Ouais. juste des. Non, bras bien sûr, c'est robotiques, mécanique, c'est juste le Terminator, symbole. C'est le symbole qui est plus drôle. vendeur que les boîtes de C'est le conserve. symbole qui est drôle. Ok, donc on va continuer sur les morts parce que ma dernière Visiblement. est dans l'esprit. Donc C'est la dernière. C'est ma dernière. C'est ça dernière. Chirurgie et mensonge. Opéré le 21 août dernier dans un hôpital de Floride, un homme de 70 ans originaire d'Alabama est mort. À cause, son chirurgien a retiré par erreur son foie au lieu de sa rate. Ah oui. À l'origine, Pas la même l'homme taille, se quoi. plaignait d'une douleur importante sur le côté. Diagnostic du chirurgien, hypertrophie de la rate. Il souhaitait la lui retirer immédiatement, mais l'homme refusait, préférant être transporté puis opéré en Alabama, chez lui par ses médecins. Sweet Home. Le praticien avait alors insisté durant 3 jours, disant que le transport serait trop dangereux pour lui. Le patient a finalement cédé et a accepté de se faire opérer. Mais le jour de l'opération, le chirurgien s'est trompé d'organe et il a retiré le foie au lieu de la rate. Une erreur qui a causé la mort de son patient, puisqu'il a eu une importante hémorragie, puis un arrêt cardiaque qui a entraîné sa mort. Ça s'arrête pas là. Merde. C'est encore plus triste après. Pire encore, par la suite, le chirurgien a menti plusieurs fois sur le déroulé de l'opération, falsifiant des dossiers médicaux, faisant pression sur des témoins. Il a commencé par assurer que l'homme était mort d'une rupture d'anévrisme et a demandé oui. que le foie soit étiqueté en rate. Après avoir finalement reconnu s'être trompé, il s'est défendu en assurant que la rate était enflée et que le foie se trouvait à un endroit inhabituel. De son côté, donc l'équipe qui l'accompagnait a indiqué qu'elle aurait pu être en mesure de distinguer la rate du foie et a d'ailleurs expliqué que le médecin a manqué de sérieux durant toute l'opération, qu'il aurait agi à l'aveugle, qu'il a continué le travail malgré la crise cardiaque de son patient et qu'il n'aurait jamais demandé les bons outils. Le gars, Mais il a plus rien à foutre. Il est vraiment Et en médecin. plus, pire, il Bah, l'était- peut-être il plus l'était, maintenant. là, ça s'est arrêté là. Et du coup, il s'agissait pas de la première erreur du médecin. Un an auparavant, il avait déjà prélevé une partie du pancréas d'un patient au lieu de la glande surrénale. Oh, rien à voir. C'est clair. Et en fait, c'est. Donc ces erreurs, et pire, parce que c'est même pas les erreurs qu'on lui a reprochées, c'est le fait de pas les reconnaître qui ont poussé le ministère Bah, de pas à- reconnaître quoi, la rate et le Non, foie. pas reconnaître ses erreurs, parce qu'en plus il masquait tout. Donc le ministère lui a finalement retiré sa licence. Bah, quand même, Ouais, il quand était même. temps. Voilà. Eh bien, on va passer avec une chanson. Bah, la dernière petite entrée, donc du coup qui est ta chanson. Ma chanson. Tell me, connais-tu l'animal? Do you know that beast? Qui inventa? Who discovered? Le calcul intégral. Integral calculus. Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Vous
voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape c'est des courbatures? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette. Oh tell me, dis-moi, do you know that beast? Connais-tu le général? Who discovered? Qui inventa? Integral calculus, le calcul intégral. Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lis ses parties, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie à pauvre. L'homme des neiges, c'est pareil, il a dû fondre au soleil. Est-ce Astérix ou plus Mégalix pendant que vous y êtes, pourquoi pas Évarix? Évarix le Gaulois! Non, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé le calculateur! Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit intègre et ne fais balcon. Mais dis-moi, tell me, connais-tu l'animal? Do you know that beast? Qui inventa? Who discovered? Les campagnes électorales. Integral calculus. Sais-tu quels furent les premiers porte-clés? Ben tout simplement les bourgeois de Calais. Ce que je pense d'Antoine et de Jacques Dutronc, ça commence par C, ça finit par on. 700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un milliard 400 millions de pieds. Yeah, 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 yeah. Je crois qu'il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal. Oh yeah! Waouh. Et voilà. C'était Évariste. Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Alors, Évariste, de son vrai nom, Joël Sternheimer, est un chanteur français très particulier. Il prend comme nom de scène Évariste, qui est en hommage au célèbre mathématicien, Évariste Galois. Notre Joël est à la base un chercheur qui possède un doctorat en physique théorique et qui a été admis à Princeton, quand même. Il se lance dans la chanson, entre autres, pour financer ses recherches. Mais malheureusement, c'est des recherches plutôt douteuses. Apparemment, il y aurait une musique biologique. Wow. C'est sa théorie. Je vous le cite. Lors du processus de synthèse des protéines, les acides aminés émettent des séquences de signaux quantiques Oh là. qui constituent une mélodie dont chaque note correspond à un acide aminé de la protéine visée. Donc, c'est ça. Donc déjà, quand il y a quantique, souvent, ça pue la merde. C'est le cas. C'est vrai. Et bon, par contre, hormis cela, ces chansons sont pleines de jeux de mots, de non-sens, et c'est assez drôle. Et c'est assez hypnotique. Et elle porte cette chanson sur la paternité du calcul intégral entre Leibniz et Newton, parce qu'il y avait une petite guerre pour savoir qui l'avait fait en premier. Mais je crois qu'ils l'ont fait spontanément les deux, sans Sans se concerter. sans se Ouais, il y a lire l'un des- Il y l'autre. a des trucs comme ça. Bah, je l'avais vu dans mes études il y a fort longtemps. Et on n'était pas sûr que l'un ait lu l'autre avant, en fait. Ils l'ont peut-être trouvé tous les deux. Super intéressant. Super intéressant. Super intéressant. Eh bien, merci. vu que c'est très intéressant, on va passer au plat de résistance. Pas de résistance, c'est parti. Pas de résistance, pas comme papy pendant la guerre, pas de résistance, pas le composant électronique, pas de résistance, comme savait cuisiner mes mères, collaborons tous ensemble au plat de résistance. Et donc, ma chronique va porter sur une science un peu particulière et passionnante. Il s'agit de l'ufologie, Ah, ou ovniologie, Oh. si on Ah, est je connaissais vraiment pas. très puriste français. Donc, la discipline qui consiste à recueillir, analyser, interpréter les données se rapportant au phénomène des objets volants non identifiés, OVNI, et en anglais UFO, Unidentified Flying Object. oh, Il accent peut raciste. s'agir de témoignages oraux ou écrits, de photographies ou encore de traces au sol. Et je vais vous parler des études de l'astronome américain Joseph Allen Hynek,
Il a publié en 72 un ouvrage dans lequel on retrouve son système de classification, donc à savoir la classification de Hynek. Elle comporte 6 degrés allant du banal à l'exceptionnel, donc les 3 premiers concernent les observations, les 3 derniers les rencontres rapprochées. Donc on va commencer avec les 3 premiers degrés relatifs aux observations. Donc le premier, ce sont les lumières nocturnes. Donc les témoins voient de nuit à plus de 150 mètres de distance une ou plusieurs lumières qu'ils trouvent anormales. Je pense qu'on a tous déjà une fois au moins expérimenté ce type d'observation. Notamment à 4h du mat après quelques shooters. En général, ça intervient peu de temps avant qu'on ait l'impression de piloter le vaisseau spatial avant de Et s'endormir. après, la lumière s'éteint. Ouais, c'est ça, Il y a plus rien. automatique après. Donc le deuxième degré... Ah, par contre, moi j'ai déjà vu des lumières, mais qui étaient de forme triangulaire quand j'étais petit avec mes cousins. Et c'était un appareil qui avait vraiment rasé au-dessus de la maison, mais à distance très faible. Et ça devait être un avion de chasse, ou enfin pas un avion de chasse, ouais. quelque chose de l'armée ou quelque chose. Mais il y a vraiment des phénomènes ufologiques qui ne sont pas expliqués parce que c'est juste, comment dire, les c'est des ovnis. secrets, oui. Non, mais même Ah. les ovnis, c'est juste des objets non Non identifiés. identifié, oui. Donc ça peut être des choses qui existent totalement, qui sont explicables et qui ne sont pas farfelues. Totalement, Voilà. oui, bien sûr. Bien sûr. Donc le deuxième degré, donc c'est la deuxième observation, ce sont les disques diurnes. Donc ici, les témoins voient, de jour cette fois, à plus de 150 mètres de distance, un objet non identifié. Précisons qu'il ne s'agit pas forcément d'un disque. Donc un des plus célèbres exemples de ce phénomène s'est produit en 54, sur l'île de Madagascar, à Antananarivo. Donc le Capitale. 16 août, Antananarivo. Oui, c'est la capitale. Oui, c'est ça. Donc le 16 août, vers 17h, une boule de lumière verte a été vue tombant du ciel avant de disparaître derrière une colline. L'objet réapparaît alors 1 minute plus tard, survolant les hauteurs de la ville, avant de survoler l'une de ses plus grandes rues, devant des centaines de témoins. Le tout sans aucun bruit. Les habitants remarquèrent que l'OVNI provoquait des pannes d'électricité dans les zones survolées et que les animaux domestiques étaient paniqués. Après cela, l'engin s'éloigna. Il fut vu quelques minutes plus tard, à 150 km au nord, où il provoqua une panique dans un troupeau de bétail. Bon, a priori, il va y avoir des témoins qui ont vu le troupeau de bétail, du coup, on peut supposer. De nombreuses théories furent avancées, notamment celle d'un engin soviétique secret. À l'époque. Mais les ufologues acharnés, évidemment, continuent de pencher pour l'hypothèse extraterrestre. Mais ce cas, toujours mystérieux à ce jour, avait motivé Charles de Gaulle à l'époque à envisager la création d'un organisme d'observation des ovnis. Projet finalement abouti en 77 avec la création du GEPAN, Oui. le groupe Qui est d'études toujours des actif. phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors je crois qu'il a été renommé, il y a eu différents non, appellations. c'est toujours le GEPAN, je ouais, crois. toujours le GEPAN. Ouais, ouais. Après il y avait GEPAN sans le I avec... Je crois qu'il y a eu des... Bon, peu importe, enfin, ça existe. Ah oui, Oui, mais non, mais c'est toujours... c'est toujours la même. Donc voilà, déjà. Donc ensuite, on monte encore d'un cran avec l'observation suivante, qui est le radar visuel. L'OVNI est observé en visuel et apparaît sur un ou plusieurs écrans radars. Donc en résumé, ça devient des observations entre guillemets sérieuses. oui, puisque là, les appareils l'ont enregistré. C'est ça. On est plutôt sur des observations militaires avec des données tangibles et non plus sur l'impression de Janine Crobar avec ses bigoudis qui a vu l'étoile du berger, qui l'a prise pour une soucoupe lumineuse, tout ça parce qu'elle a vu E.T. à la téloche la veille. Il y a beaucoup de Janine Crobar à Antananarivo. Et qu'elle veut faire son intéressante, la Janine. Non. Donc là, c'était sur les observations, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, on arrive aux 3 derniers paliers de la classification de Hynek. Donc déjà, la rencontre approchée du premier type. Donc ici, les témoins voient un ovni, quel qu'il soit, à moins de 150 mètres. Donc là, c'est une expérience déjà plus Voilà, proche, d'où la rencontre approchée. Ensuite, on enchaîne avec la rencontre approchée du deuxième type. Ici, l'ovni laisse des preuves matérielles, comme des traces au sol, peut-être des crop circles notamment, ce genre de choses. Il y a un exemple de ce type-là, à Trans en Provence. À Trans. C'est le nom de la commune, pas le titre d'un porno douteux, je vous arrête directement. Donc le 8 Trans janvier... en Provence. Trans en Provence. Ce sera un super film. Ce sera un super Je film, veux le voir. Bah, Je c'est- paye pour ouais, ça. complètement. Donc le 8 janvier 81, vers 17h, un habitant de Trans en Provence, Renato Nicolai, maçon retraité, construit un abri en ciment pour la pompe à eau de son jardin. Je vous donne beaucoup de contexte, mais ça n'a aucune importance. Merci. D'après son témoignage, il voit un engin atterrir avec un léger sifflement, mais sans flamme. Renato Nicolai déclare par la suite, et là je vais transmettre à notre invité, qui va nous lire le témoignage que Renato Mais Nicolai... Renato, il avait un accent. Eh ben, c'est justement ce que je voulais proposer, parce que du coup il vit en Provence. En Provence. Renato, Mais il peut être d'origine d'origine italienne, italienne. et Nicolai, ça peut sonner un peu slave si on veut. Ouais, Donc ou grec. Tu nous le fais avec l'accent que tu veux. D'accord. Alors, l'engin avait la forme de 2 assiettes renversées l'une contre l'autre.
Il avait la couleur du plomb et possédait une nervure tout autour de sa circonférence. Sous l'appareil, j'ai vu, non pas ma bite, je m'égare, excusez-moi. J'ai vu au moment où il se soulevait 2 genres de pièces rondes qui pouvaient être des recteurs ou des pieds. Il avait aussi 2 autres cercles qui ressemblaient à des trappes. Les 2 réacteurs ou pieds dépassaient légèrement sur 20 cm. Comme ma bite, en dessous de l'appareil. C'est Il sûr, c'est écrit mesurait- ça Oui, oui, oui. Il mesurait environ 1,80 m de haut pour 2,50 m de diamètre. Comme ma bite. Peu après, l'objet décolla pour disparaître bientôt au loin. Loing. Au loin. En tout cas, on a vécu le Ah ouais, témoignage comme j'étais là. si on moi, y j'étais- était là. Ouais, j'étais en On a Provence. remonté le temps. Non, l'engin a laissé des traces au sol que le témoin montre le lendemain à son épouse, qui en parle à sa voisine, laquelle, passionnée par les ovnis, avertit la gendarmerie. Puis le GEPAN prendra le relais de l'enquête. Le GEPAN conclut un tassement et l'échauffement du sol le tassement et l'échauffement du sol sont dus à un événement de grande ampleur. Conclusions qui seront contestées par la suite par des chercheurs. Pour eux, le canular ne fait pas de doute et il s'agit de ripage de pneumatiques. D'accord. Et c'est Donc, pas la fin, c'est d'accord. une escroquerie. C'est le gars qui s'arrête en plein milieu. Donc ensuite, on arrive à la rencontre rapprochée du troisième type. Le Évidemment. troisième. Ce n'est pas le titre d'un porno, où des mecs attendent leur tour. Mais c'est tout de même C'est la le suite titre- de Trans-en-Provence. C'est ça. Mais c'est tout de même le titre d'un excellent film de Spielberg à qui on n'enlèvera rien. Donc ici, les témoins voient un ovni et ses occupants, ou seulement les prétendus occupants d'un ovni sans ce dernier. Donc pour illustrer cela, on retourne en Provence, à Valençol, où ça sent bon la lavande. Et c'est souvent en Provence. Hein. Ouais, ça Ouais, arrive, ouais. ouais. Alors, la il rencontre fait de plus chaud. Valençol est un célèbre cas français de rencontre du troisième type. En 65, Maurice Mas, cultivateur, affirma avoir observé un engin de type soucoupe volante posé dans un champ de lavande C'est la soupe au chou. et 2 passagers humanoïdes. Ah non, il y en a 2. Je vais vous lire le procès verbal établi le lendemain. Le 1er juillet 65, au lieu dit Olivol, à 2 km au nord-ouest de Valençol, M. Maurice Mas, 41 ans, cultivateur, déclare avoir vu un engin de type soucoupe volante, de la grosseur d'une Dauphine. Donc pour les gens de notre époque, une Dauphine, c'est l'équivalent d'une Clio actuelle, hein, c'était une Renault. Avec 2 passagers. Un individu, taille 1 mètre environ, de forte corpulence, vêtu d'une combinaison, tête nue, serait descendu de l'engin quelques instants. Puis l'engin aurait disparu subitement à la vitesse d'un éclair. Déclaration faite à la gendarmerie le 2 juillet 65 à 20h. Sur place, le capitaine Valnet a constaté des traces pouvant éventuellement correspondre à la pose effective d'un engin. Cet engin avait la forme d'un ballon de rugby et la taille d'une Dauphine avec une porte à glissière sur le côté et un dessus en matière transparente. Donc plusieurs thèses ont été avancées sur la nature de l'engin. Un scénic. Non, Avec le panorama. avec des toits ouvrants. Voilà, c'est ça. Non, un hélicoptère de type Alouette de l'armée de terre, un hélicoptère de la 6e flotte américaine, une tonne à engrais liquide installée dans un champ voisin. Le GEPAN a quant à lui officiellement classé cette affaire parmi les cas inexpliqués. Donc je sais pas si c'est le pastis ou le climat, mais les extraterrestres semblent attirés par la Provence. Donc et pour être complet, pour terminer sur la classification de Heineck, je vais vous énumérer les 4 nouveaux types de rencontres complémentaires à celle-ci, qui ont vu le jour par la suite, surtout inspirés par la pop culture, le cinéma et la littérature. Donc on a la rencontre approchée du 4e type. Les témoins prétendent avoir été enlevés par les occupants d'un ovni. C'est l'abduction. C'est ça. La rencontre approchée du 5e type. Les témoins prétendent être entrés en communication avec les occupants d'un ovni. Ils n'ont pas encore été pénétrés alors. Pas encore ça s'approche. Ouais, j'attends que ça, moi. La rencontre Quand est-ce approchée qu'ils du vont se faire 6e enculer type. Donc ici, les témoins ou des animaux sont tués par un ovni ou ses tués. occupants. Et la rencontre Du approchée 69 du 7e type, mon fantasme. Les témoins ont un rapport sexuel avec les occupants d'un ovni. À l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. Ah, c'est Donc- des garçonnières volantes. Donc, et vous, bah toi Renaud, tu y as déjà un peu répondu. Avez-vous déjà expérimenté l'un de ces cas? Non, désolé. Même pas Alors, des Moi, observations? oui, mais ça ressemblait quand même à un avion. En fait, ça faisait le bruit d'un avion, mais c'était vraiment très bas. En fait, c'était plutôt la hauteur de l'altitude qui était étrange. On avait l'impression, alors c'est dans la nuit, quand t'es petit, peut-être que voilà, notre Oui, et puis ça vision était décuple faussée, et tout, ouais. mais on avait l'impression que c'était à 20 mètres au-dessus de Et la vous maison. avez tous eu la même sensation. Bah, on est rentré, on s'est avec mes 2 cousins, on est rentré dans la maison de peur. Mais du coup, Et c'était vous en avez c'était- reparlé Ça après faisait vraiment, oui, on en a reparlé. Mais il y a Et rien quand vous de. étiez petit il y a- ou des années après où là les souvenirs Ah là, sont un peut-être peu pas. plus Non, bah diffus on n'était pas non plus traumatisés. On s'est quand même dit, on Oui, t'essayes de on rationaliser. n'est pas trop taré non plus, donc on n'est pas Ouais. trop porté là-dessus.
On s'est juste dit, ouais, mais c'était étrange parce que ça faisait. Et vous Aussi aviez bas, vu ça quoi aurait été plutôt un hélicoptère, tu vois. Mais il n'y avait pas le bruit des pales. Ça faisait vraiment plutôt avion. Mais vraiment très très bas. Voilà. C'est pas Non, mais- extraordinaire. Hein. Ouais, mais c'était le premier je m'en degré de la souviens. classification, du coup. Voilà, oui, j'ai vécu une Donc, rencontre du. Moi, personnellement, type. je terminerai là-dessus. Donc, je pensais avoir fait une rencontre quand la approchée du 7e type. Mais j'ai réalisé plus tard que c'était juste une rencontre approchée du 3e âge. Ah, la chute est bien. Bah alors, messieurs, ce que je vous propose, c'est Petit trou du dimanche. pour quelque va chose un peu aussi digérer, copieux, c'est d'avoir un petit trou du dimanche. Hein. Évidemment. Trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche. Et oui, c'est encore moi. Laurent Walou. La chanson que je vous propose est incroyable. Le sujet inattendu, les paroles folles et bizarrement la musique est très réussie. Le tout donne une chanson savoureuse et je vous l'avoue, je l'aime beaucoup. C'est comme un petit bonbon. Donc pour trouver une chanson dans le thème, donc la science, j'ai cherché longtemps par mots-clés, scientifiques, toutes les disciplines, des noms propres, Einstein, Marie Curie, mais rien. Et là je me dis, la science c'est le savoir. Et bim, j'ai trouvé cette chanson de Philippe Nico, donc qui est un acteur et chanteur français né en 1926. et Double décédé- prénom, attention. est décédé en 2009. Il a sorti quelques albums, dont son dernier en 70 qui s'appelait Erotico Nico. Oula. C'est bravo. vraiment juste le Non, savoir mais, qui est important. vous tombez comme sur des sacrés C'est ça. énergumènes, des sacrés types. Celui-ci comprend l'incroyable chanson que je vous soumets, qui aborde la masturbation féminine, et se nomme... C'est scientifique ça Ah, c'était le mot-clé savoir, je me suis juste... oui. c'est la donc- science de faire quelque Ah, chose. vous avez. Et donc ouais. le titre, c'est Une fille doit savoir tout faire de ses dits. Et ça, c'est de la science. Écoutez. Une fille doit savoir tout faire de ses 10 doigts. Dans la vie, ça sert. Toi, petite cachotière, tu as compris tout ça. Mais dis-moi ce que tu peux faire de tous ces doigts. Souvent, tu t'en sers et tu aimes te distraire quand le loup n'est pas là. Arrête, arrête ces jeux pervers, fille solitaire. J'ai la chambre voisine, je t'aime à en mourir. Et ça me mine, et ça me mine, et ça me mine, et ça me mine d'entendre tes murmures, tes soupirs. Une fille doit savoir tout faire. Viens donc chez moi. En leçon très particulière, car c'est par le savoir-faire que l'on se fait un nom. Oui, les filles qui savent tout faire de leurs 10 doigts font de grandes carrières. Si tu es douée bergère, tu épouseras des rois, des rajas, des pachas, et pourquoi pas des bouddhas. Alors voilà, je t'attends chez moi. Si tu veux pas, tant pis pour toi. Vous voulez un dessert pour vous finir? Oh oui, il vous reste la place. Vous voulez un chou? On va faire monter la crème et on va vous le fourrer. Et
ça tombe bien que l'on parle de science, car justement, le hasard des choses fait que c'est la journée de la science aujourd'hui. Oh. Est-ce que vous le saviez? Non. Fake news. Que dalle. La première leçon en science, c'est de vérifier ce qu'on vous dit et de ne pas croire le premier connard venu. Enfin, plutôt le bel esprit venu vous instruire. Et là, je viens d'instiller en vous une saine paranoïa qui ne vous lâchera plus de la chronique. Oui. Ça pourrait même être un jeu. Mais je ne vous ferai pas ce plaisir, car n'oubliez pas, je suis le premier connard venu. La science est un sujet si vaste. Comment faire une chronique de 10 minutes dessus? Impossible. Alors on en fait une de 5. Lorsqu'on pense à science, on peut penser aux nombreux progrès qu'elle a apportés à l'humanité. Je vous propose un petit tour dans le temps pour retenir les quelques trouvailles et quelques génies qui nous ont tant apporté. Plongeons maintenant dans un passé lointain. Très lointain. Petite créature d'à peine 50 cm au garrot, mais de 2 mètres de long, avec sa queue. Ah, je vois vos mines jalouses, mes deux compères, en un mot. Bon, disais-je, cette petite créature, qui vient de surgir d'un buisson, est un vélociraptor. Elle pousse un cri strident. Waouh. J'imite bien. Bientôt, un rugissement semblable lui répond. Et c'est un autre vélociraptor qui apparaît, couvert de plumes multicolores. Qu'il est beau. Oui, les vélociraptors étaient très certainement dotés de plumes. Soudain, l'un des deux se courbe et lève la queue au ciel. Je parle toujours des deux dinos, pas de mes deux confrères qui n'ont aucun lien de sang avec moi. Que se passe-t-il? Le second bondit sur le premier et s'adonne au miracle de la vie. Bon, Yann, descends de là. Je ferai ça après l'émission. Bon, revenons à nos archaïques animaux. Voilà, vous m'avez coupé, vous m'avez tout gâché, c'est retombé. De toute manière, j'étais remonté trop loin. Alors vous l'aurez remarqué si le récit de deux dinosaures du Crétacé supérieur... vous l'auriez remarqué si le récit de deux dinosaures du Crétacé supérieur ne vous avait pas émoustillé. Revenons donc à un passé plus proche. Nous sommes à la préhistoire. Un petit homme, d'à peine 1,50 m au garrot, à peine plus avec la queue, surgit d'un buisson. Oui, c'est bien un homo. Sapiens. Nous sommes en ouais, je ne suis pas fier. Nous sommes en moins 28 000 avant Jésus-Christ. Dans ce qui est l'actuelle Allemagne, près de la grotte de Hohlfels. Notre homo est maintenant assis en tailleur et agite frénétiquement ses mains au niveau de l'entrejambe. Vous l'avez deviné, oui. Il est en train de tailler une pierre. Il forme un objet oblong de 3 cm de diamètre et de 20 cm de long. Il astique l'objet, le polit, le lustre. Petite Merdouille, c'est son nom. Et l'inventeur du God Michet. Souvenez-vous, Petite Merdouille n'avait pas grand-chose à offrir à Grosse Merde Chiasse, sa femme. Grosse Mère Chiasse est ravie, ce cadeau la comble de bonheur. Les hommes préhistoriques avec des God Michet, ça vous embouche un coin. Laissons Petite Merdouille et Grosse Mère Chiasse à leur intimité. Nous n'avons déjà que trop tardé et squatté leur grotte. Entrons maintenant dans l'histoire, la vraie, avec l'Antiquité, cette période qui est sans doute ma favorite. Et vraiment la période où l'homme passe de la sauvagerie à la civilisation. Que de découvertes, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la médecine. Que de sophistication chez nos anciens. Madame, avec votre pisse de chèvre, est-ce que je vous prescris aussi de la merde de chat à la moutarde pour vos ulcères à la tête? Oui, merci, docteur. N'oubliez pas mon cataplasme de merde d'âne pour mes yeux. Voici ce qu'on pouvait entendre dans le cabinet d'un docteur à l'époque. L'urine de chèvre stoppait les règles, soi-disant. Pline l'Ancien nous rapporte des pratiques médicales à base de fluides corporels de toutes sortes. Ouais, je triche. Je triche un peu parce que la médecine à l'époque n'était pas encore une véritable science. Non, la science n'est pas ça. On vise le dépassement de l'humanité. Restons à l'Antiquité. Périlos d'Athènes, oui c'est son vrai nom, je n'invente pas ce nom, est anxieux. Il le sait, contrairement à ce que disait son père, il n'est pas un gros loser. C'est un inventeur de génie. Et le taureau d'airain qu'il vient de construire est le summum du travail du cuivre. Imaginez un taureau en grandeur nature, muni d'une trappe pour accueillir en son sein un homme. À l'intérieur se trouve une sorte de trompette ou de corps, dont l'extrémité se figure être les naseaux et la gueule de la bête. Périlos n'est pas tout à fait fier de cet instrument de torture commandé par le tyran Phalaris.
Mais après tout, le parapluie pour sandales ou le grattoir à merde rétractable n'avait pas trouvé le succès. C'était sa chance. Phalaris était riche. Soudain, le despote l'appelle. Il présente la machine, fait allumer un feu sous le bovin de métal. Phalaris est ravi. Victoire! Papa était un con, j'avais raison, pense-t-il. Mais le bonheur est de courte durée. Phalaris ordonne qu'on ne jette Périlos, qui portait bien son nom, dans l'ignoble machine. Périlos rôtit, brûle, dans le ventre de la bête et pousse des hurlements qui, une fois passés à travers le système qu'il a mis au point, sortent en des meuglements terribles. Quel enseignement tirer de cela? L'inventeur doit avoir de l'éthique au risque de se brûler les ailes? Ou peut-être que le grattoir et merde télescopique n'était pas une si mauvaise idée. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Cette histoire révèle sûrement plutôt du mythe, mais on n'est plus à une mauvaise foi près pour finir ce papier. L'Antiquité laisse place au Moyen-Âge. La médecine, l'ingénierie sont des sciences très honorables, mais les sciences sociales ont aussi beaucoup apporté à l'humanité. Notre génie suivant s'appelle Frédéric II. Friedrich II. Pas le Prussien du XVIIIe siècle qui échangea avec Voltaire notamment. Non, Frédéric II, l'empereur du Saint-Empire germanique au XIIIe siècle. C'était un érudit, passionné de science et polyglotte. L'empereur polyglotte, justement, voulait découvrir la langue originelle de l'être humain. Car vous le savez peut-être, mais dans la Bible, au début de l'humanité, tous les hommes parlaient la même langue. Mais lorsqu'ils défièrent Dieu en construisant la tour de Babel, ce dernier, pour les châtier, les condamna à ne plus se comprendre, si bien qu'ils ne purent finir la construction de l'édifice et s'éparpillèrent à travers le monde. C'est là l'origine des différentes langues. Ok. Notre monarque voulut savoir si, en l'absence de toute interaction, les enfants se mettaient à parler l'hébraïque, considéré comme la langue originelle. Il demanda à ce qu'on isolât 6 bébés dans des pièces séparées, sans contact avec l'extérieur, à l'exception de leur nourrice. Celle-ci ayant reçu l'ordre de ne pas leur adresser la parole. Sans stimulus ni affection, les bébés se laissèrent tous mourir, sans avoir jamais prononcé le moindre mot. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Ouais, Dans la méthode- le projet Mais était intéressant. la méthodologie n'était pas tout à fait au point. Bon, on se moque de ce que ses congénères, mais merci, merci, c'est gentil. Mais on peut regarder aussi ce que nous générons nous actuellement. Nos découvertes à nous humains de l'époque contemporaine. Oui, j'ai sauté les temps modernes. Et ce n'est pas un code pour parler de vos génitrices, je vous rassure. Voici un petit florilège de découvertes où vous allez me dire si ces recherches ont existé ou non. Eh oui, finalement c'est un jeu. Allez. Ah, Le twist inattendu. C'est le Wow. cliffhanger de la chronique. Ce jeu s'appuie sur les Ig Nobel dont on avait parlé précédemment lors d'une chronique. Petit rappel de ce que sont les Ig Nobel. Ils sont décernés chaque année, en septembre, à 10 chercheurs, scientifiques ou dans des arts, qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. On joue? Allez. Allez, on commence. Est-ce que quelqu'un a développé un piment non pimenté? C'est un c'est poivron. un poivron. Hein. Bah, du coup. Non, 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 a développé un piment. C'est un Oui. piment, un vrai Oui. piment, qui ne pique pas. Ah, c'est possible. Oui, c'est vrai. Il a reçu un Ig Nobel en 1999. C'est le docteur Paul Boslan, directeur de l'Institut du piment. Et j'ai vérifié, cet institut existe. Il est dans l'état du Nouveau-Mexique, à Las Cruces. Et il peut se vanter d'être l'heureux papa du piment. On doit dire jalapeños. Oui. Ah, le râpé. Jalapeño, une fameuse variété mexicaine de piment qui respecte les Aïe, papilles aïe, des aïe. plus sensibles d'entre nous. Un piment non pimenté. On mélange avec le cheddar. Après. Question suivante. Mais du coup, sur le. Enfin, non, t'as peut-être pas l'info. Sur Bah, l'échelle de Scoville, ça a combien? Ah bah 0, puisqu'il ne pique pas. Du tout. Mais non, c'est un piment qui ne pique pas. C'est une découverte Mais est-ce qu'on peut fondamentale. être à zéro. Deuxième Peu question. importe. Est-ce qu'un mathématicien a fait un papier pour calculer la probabilité que Gorbatchev soit l'antéchrist? Est-ce que c'est vrai? Ouais, Est-ce que c'est faux? c'est tellement improbable Que c'est possible. que je dirais oui. Eh bien, c'est partiellement vrai. Robert Fate de Greenville, de Caroline du Sud, voyant en statistique, voilà son titre, et vous comprenez pourquoi ce n'est pas un scientifique, a reçu un Ig Nobel pour avoir calculé les chances exactes que Mikhail Gorbatchev soit l'antéchrist. Alors, c'était 7,1 fois 10 puissance 17 contre 1 qu'il soit l'antéchrist. C'est la tâche de vin qui Mais- faisait la différence. Mais, voilà. Mais vu que ce n'est pas un vrai. Bah, c'est. Mais donc ce n'est pas un vrai scientifique, donc bon, j'accepte votre réponse. Est-ce que des scientifiques ont fait des recherches pour déterminer si l'homme nage plus vite dans l'eau ou le sirop? C'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a besoin de le faire? Parce que le sirop, c'est
Bah, À mon avis, après, tu À nages votre moins avis, est-ce vite. que c'est plus dur de nager dans le sirop ou dans l'eau? Bah, Bah, je dirais je que c'est pense plus dur dans dans le le sirop. Plus parce dans que le du sirop. coup, c'est- Mais c'est est-ce que quelqu'un a visqueux. cherché ça maintenant? alors, J'imagine qu'il y a peut-être eu pas un- forcément le sirop, mais Non, moi je différents parle non, liquides. Alors, par sirop et eau. Mais Sirop et j'ai eau. du mal Est-ce que qu'ils ont ça- comparé? Alors ça a peut-être existé, mais j'ai du mal à penser que ça ait pu gagner un Ig Nobel là-dessus. Bah si, parce que l'Ig Bah, Nobel. l'Ig Nobel, Si, parce que ça compte, fait quoi. réfléchir. Ça fait- Regarde, on est des Voilà, Mongols, c'est ça. on a réfléchi, Et on donc est en oui, train Ça de vous ça a l'a fait, eu. ça vous Ça a l'a fait eu. rigoler. Ça et l'a eu. maintenant- Ça l'a eu. Alors, oui ou non? Oui. Bah oui, du coup. Eh bien oui. Edward Kusser et Brian Gettelfinger de l'université du Minnesota ont reçu ce trophée pour avoir répondu à la question: les gens nagent-ils plus vite dans le sirop ou dans l'eau? Les chercheurs ont rempli une piscine de 25 mecs avec une solution de guar gum, un épaississant alimentaire, créant un liquide environ 2 fois plus visqueux que l'eau. Ouais. 16 volontaires, comprenant des nageurs compétitifs et récréatifs, ont nagé dans cette piscine ainsi que dans une piscine d'eau claire. Les résultats ont montré que les temps de nage dans le sirop et dans l'eau différaient de moins de 4%. Ah, C'est-à-dire ça, sans c'est avantage fou. clair ni pour l'un ni pour l'autre. Ah. Cela suggère que la viscosité accrue du sirop n'affecte pas significativement la vitesse humaine de nage. Alors je me suis renseigné un peu pourquoi, c'est parce qu'en fait il y a plus de résistance dans le, Ah, dans dans le le sirop. sirop, donc. Ouais. Donc en fait, ça rendu plus de avec moins de force, on se pousse plus loin dans le sirop. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais d'un autre côté, on est plus ralenti aussi. Voilà. Mais ce qui fait que en fait, Oui, ça t'as une revient, ça revient un peu, sensation, ça ouais. revient un peu au même. Ouais, ok. Parce que l'écart n'est pas assez significatif pour Ok, pencher réellement ok. entre les deux. Est-ce qu'on a fait une recherche sur l'influence du Prozac sur les palourdes et les moules zébrés? Oh, ça, y a moyen. Et c'est tellement Pas pointu faux. que Ça, y a oui. moyen. Oui. Eh bien oui, vous êtes très fort décidément. En fait, il y a En que même temps, des c'est gens- tout le temps oui. Hein. Ah oui, mais- En 1998, c'est Peter Fang, de l'école technique de Gettysburg, en Pennsylvanie, qui remporte ce prix très convoité pour avoir découvert que le Prozac avait des influences positives sur les comportements reproductifs des palourdes et des moules zébrés. J'aime les moules zébrées. Alors là, vous êtes surpris, mais vous ne réfléchissez plus. Non, non, je me demande à quoi ressemble une moule zébrée. Bon, Ah, c'est une moule. vu c'est votre avec, état, je vais vous avec poser une des- autre question. Vas-y. Est-ce que cette chronique est terminée? Non. Non. Non, c'est faux, vous avez raison, on continue. Là, on voit que c'est encore écrit. Est-ce que des chercheurs ont fait des recherches pour estimer à partir de quelle concentration dans l'air les paix humains étaient mortels pour l'homme? Oh là là. Je Le pense client. que oui. Bah, si c'est pas fait, Yann va chercher. Moi, je pense que oui. C'est oui, c'est fait. Eh ben non, c'est faux. Ah, merde. C'est faux. Mais c'est un bon Mais c'est sujet. à faire. C'est à faire. Il me semble me souvenir de mémoire aussi qu'un homme était, après avoir mangé des grandes quantités de choux, etc., s'était intoxiqué avec ses propres paix dans une chambre. Il avait une chambre qui n'était pas aérée et il était d'assez forte corpulence et il avait flatulé toute la nuit. Et il C'est s'était un vrai intoxiqué. truc ou c'est une légende urbaine? Alors je ne sais plus. Je dis ça, il y a Parce que des c'est une années. émission sur la science. Il y a quand même. des années. Vous nous avez parlé d'une voyante. C'était Voilà. c'était l'éclipse. Et on parle de la chance. chanson avec les doigts dans la chatte, s'il vous plaît. Elle était pas comme ça. Les Eh, petits c'est doigts. pas comme ça. Bon, on la réécoutera. Elle était pas comme ça. Est-ce que on a étudié si et comment la constipation affectait les perspectives d'accouplement des scorpions? Oh, Non. je pense. Ah si, parce que Tu penses qu'un scorpion peut être constipé? Moi, je vous pose la question à Bah, vous. déjà, ce serait un bon point de départ de Ouais, recherche. déjà. Est-ce qu'un scorpion peut être constipé? Non, je dirais que c'est faux. Non, mais c'est peut-être une conséquence de la il faut se recherche. décider, en messieurs, en le découvrant temps- que ça a été le temps constipé, passe. ils ont considéré que ça, il se reproduisait moins. Le temps Donc oui, passe, il oui, faut prendre la oui. décision. Moi, je dis Oui, non. non. Moi, je dis oui. Eh bien oui. Ah. Solimari Glacia Hernandez et Glauco Machoro Eh ben, il a des super passions, ce monsieur. ont justement fait cette étude. Et chez certaines espèces de scorpions, notamment chez Anathéris balzani, l'autonomie est. Pardon. En fait, quand ils s'enlèvent la queue, Ouais. D'accord. des fois ils s'arrachent la queue pour survivre, pour s'échapper, Mhm. est une stratégie de défense qui permet d'échapper à un prédateur en abandonnant la partie de leur queue qui comprend les derniers segments abdominaux, dont le dard et l'anus. Hein? Et cette perte entraîne une incapacité à déféquer, conduisant à une constipation chronique et à éventuellement la mort. Ouais. Eh. Donc ces résultats suggèrent que, bien que l'autonomie n'ait pas d'effet immédiat sur la locomotion, elle peut entraîner des conséquences négatives à long terme, en particulier pour les mâles. Ok. Donc on a notre réponse. Oui, mais du coup, c'était au-delà de la constipation, c'était plus compliqué que C'était juste plus- la constipation. C'était Mais un peu trompeur Il y dans a, la il y a formulation. quand même des mecs qui ont cherché ça. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, est-ce que cette chronique est terminée? C'est oui. Je oui. pense que oui. Elle est terminée. Et merci beaucoup. Eh ben de rien. C'était un régal.
Alors, Eh ben, moi, est-ce que tu t'es régalé, bah Yann? oui, cette émission, ça m'a donné envie de refaire des études pour refaire des soirées bien arrosées. Voilà, très bien. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu. Vous êtes repu. Vous en reprendrez bien un petit coup. Ça rentre pas. Vous allez lâcher la purée. N'est-il pas un peu trop tôt? Vous voulez une serviette? Alors soulagez. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu. Vous êtes repu.